Nous sommes de retour pour la deuxième partie du Djibouti des talents. Wendiam Valentin, de nouveaux invités nous ont rejoints. Oui, il s'agit de M. Farah Liba, vous êtes parolier. Merci d'avoir accepté notre invitation. Nous avons à notre droite M. Abdourahmane Ali Ersi. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous remercie de m'inviter. D'accord. Madame Aïcha, elle était avec nous lors de la première partie. Merci. Alors, Madame Roblé, je parlais de votre long métrage Pour une vie sans l'âme. Parlez-nous un peu de ce film. D'ailleurs, il a été projeté avec succès les 14 et 15 juin 2015, donc l'année dernière, à Tajoura notamment. D'où vous est venue l'idée de ce film? Parlez-nous un peu de ce film qui connaît beaucoup de succès en ce moment dans votre pays. Voilà. Alors, Pour une vie sans l'âme. Alors, qu'est-ce que ça peut évoquer la lame pour vous? Les blessures. Et la blessure, exactement. Le fait de couper. Et c'est un souhait, c'est un rêve d'arriver un jour à ce que les petites filles soient plus coupées, plus blessées, qu'elles soient intactes, qu'elles gardent leur intégrité physique. Ça, c'est mon rêve. Et comment m'est venue donc l'idée? Parce que en lisant plusieurs rapports, il était mentionné, internationaux, il était mentionné que ces pratiques à Djibouti étaient soutenues par les pères, par les hommes. Alors, je me suis dit, c'est vrai que je suis féministe, mais on peut accuser de beaucoup de choses les hommes djiboutiens, mais pas de ça, parce qu'ils n'y sont pour rien. En général, ils sont surpris. Moi, c'était pour établir la vérité, en fait. Peut-être que les gens disent qu'il y a sûrement un accord tacite, pourquoi ce silence ambigu, mais moi, je me rappelle, quand nous étions petites, il y a eu des pères qui sont arrivés au divorce parce que leurs petites filles étaient emmenées en vacances et elles ont été mutilées à leur insu. Et même à l'époque, il y a eu des papas qui se sont levés contre ces pratiques et qui ont pu sauver certaines de mes amies. Donc on ne peut pas accuser nos pères ou nos hommes d'être en fait les gardiens de ces pratiques. Mais c'est plutôt nos mamans. C'est plutôt nos mamans. Mais quand vous parlez de rêve, les résistances sont encore fortes aujourd'hui dans votre pays? Et il y en a, malgré, il faut dire qu'il y a eu la sensibilisation, donc il y a eu à l'Union nationale de la femme djiboutienne, donc la pose des couteaux. Il y a eu plusieurs séminaires pour recycler, n'est-ce pas, ces femmes qui pratiquent ces opérations. Elles ont eu l'octroi des microcrédits, microfinances, pour qu'elles se convertissent à d'autres métiers. Mais comme on dit, la coutume à la peau dure. Alors, parlez-nous de ce film, justement, avant voilà, si je dois vous parler de ce film, moi, bon, je me suis dit, avant tout, puisque j'ai la capacité d'écrire, hein, et je sais comment ça se passe, ayant subi cette opération moi-même, étant mutilée, je n'ai aucun regret, bon, c'est arrivé, c'est arrivé. Ce n'est pas non plus une raison pour en faire des femmes mutilées, des handicapés, quoi. Non, ce n'est pas ça. Seulement, c'est malheureusement arrivé. Et c'est arrivé par nos mères, sous l'influence de nos grandes-mères, qui étaient elles-mêmes victimes donc, de la tradition. Et elles sont excusables parce qu'elles étaient dans l'ignorance totale, parce que moi, quand j'ai discuté avec avec ma propre mère, parce que moi-même, j'ai appris que j'étais pas comme les autres, que j'étais pas une femme complète par un professeur, hein, nous étions en 5e, quand il y a eu donc la première conférence sur les mutilations génitales féminines dans notre pays. Il a donc participé à cette conférence et le lendemain, il nous lance, voilà, dis donc les Djiboutiennes, vous n'êtes pas comme les autres femmes du monde. Et nous, on les regarde, on dit, qu'est-ce qu'ils racontent? Il nous dit, mais vous êtes mutilés.
et aller chercher le mot dans les dictionnaires. Mutilé, infibulé, c'était nouveau pour nous. On rentre à la maison, mais chacune a mis sa maman au pied du mur. Mais qu'est-ce que tu m'as fait? Mais qu'est-ce que tu nous as fait? Et là, je me dis, mais qu'est-ce que j'ai fait? Moi, je ne vous ai rien fait. Moi, j'ai sauvé juste votre honneur. Je vous ai drapé d'une dignité. Je vous ai créé même une barrière. Donc, c'est des femmes qui sont persuadées qu'elles protègent leurs filles. Dans les contrées hostiles, c'était contre le viol. Non, excusez-moi, je dois expliquer ça parce que la première communication est mal passée. Quand on a jeté la pierre sur les mutilations génitales, ben, ça a eu des partisanes. Elles ont dit, mais ça, c'est notre noble différence entre les femmes. Mais vous avez réussi à faire bouger les lignes aujourd'hui. Alors pourquoi? Je ne suis pas la seule. Je oui, vous bien disais, sûr. c'est l'Union nationale de la femme djiboutienne qui déjà, dans les années 80, avait fait. Donc cette conférence, avait organisé cette conférence qui s'est soulevée contre ces pratiques. Par la suite, il y a eu quand même d'autres femmes et la pose de couteau, ça s'est fait à l'Union nationale des femmes djiboutiennes. Bon, maintenant, le film lui-même. Le film lui-même, ça s'appelle Pour une vie sans lame. Donc la lame, vous savez ce que c'est. Je donne la parole à tout le monde dans ce film. À l'exciseuse, pourquoi? Elle tient à ça. À la grand-mère, pourquoi elle tient à ça? Monsieur Abdi, il joue le rôle du père qui va donc se soulever contre ces pratiques. C'est un jeune couple qui essaye de sauver leur fille et 12 autres enfants, 12 autres fillettes, des mutilations génitales féminines qui auront lieu dans une contrée lointaine. En tout cas, c'est un combat louable. Hein. On vous dit vraiment merci pour ce combat que vous menez, puisqu'on a remarqué que pédagogiquement, vous avez quand même réussi à travailler les mentalités. C'est vrai qu'il y a de petites poches de résistance encore, mais la machine est en marche et c'est tout à fait louable. C'est à votre honneur, Madame Roblé. Alors, pour mieux comprendre également, la musique. Suivre l'activité du film à la musique, du film à la musique, évidemment. Nous allons voir un portrait qui a été dressé par l'un de nos envoyés spéciaux à Djibouti, El Ndiaye, qui revient un peu sur votre parcours, Monsieur Ali. On va suivre ce reportage et on revient sur ce plateau. Abdourahmane Ali Hersi, un des pionniers de la musique traditionnelle djiboutienne, né en 1949 en République de Djibouti, autrefois appelé territoire français des Afars et des Issa. Ses débuts dans la musique remontent en 1970. Auteur, compositeur, mélodiste et aussi acteur de théâtre, Abdourahmane Ali Hersi a réussi à mettre sur orbite la musique d'inspiration djiboutienne et est aujourd'hui vu comme un bel exemple de réussite. Il est surtout connu pour son combat pour l'indépendance de son pays acquise en 1977. Nous nous sommes mis d'accord pour que nous y arrivons à faire une seule association artistique qui s'appelle Galman. On a tout réuni, les compositeurs, les paroliers, les chanteurs, les musiciens, ce qu'il y avait à ce moment-là. Et après, on a commencé à lutter avec l'arme de la chanson et du théâtre. Enfin, nous y arrivons en 1976, que nous faisions le premier théâtre catastrophique pour la France. Et elle s'appelait Guédi, c'est-à-dire l'enchaînement, le premier enchaînement théâtral. Cela a poussé les gens à soulever tout le monde et demander l'indépendance à la France. Abdourahmane Ali Hersi se définit comme un éclaireur de la musique djiboutienne. Malvoyant depuis une dizaine d'années, il estime que la musique djiboutienne manque de professionnalisme. Surtout, notre musique est encore nationale, ce n'est pas une musique internationale encore. Manque de professionnels, musiciens, de bons musiciens. Il y a quelques-uns, mais pas beaucoup. On a besoin de grands musiciens professionnels et je crois que ça arrivera. Il y a de belles musiques, mais pas encore des musiciens professionnels.
Abdourahmane Ali Hersi a à son actif composé les textes de plus de 75% des musiciens du pays. Aujourd'hui, son combat, c'est d'accompagner les jeunes artistes pour une musique djiboutienne exportable. Rendre aussi moderne l'espace musical fait partie de son cheval de bataille. Après ce reportage, ce portrait dressé par Eladine Ndiaye, notre envoyé spécial à Djibouti, Monsieur Abdourahmane Ali Hersi, dites-nous, c'est quoi la musique pour vous? Est-ce que c'est une façon pour vous de revendiquer ou de divertir? Et pour moi, la musique, c'est tous les actes naturels qui bougent juste aux alentours de nous et s'enfoncent jusqu'au l'inspiration, toutes les aspirations pourraient faire de la musique. D'abord, on apprend la musique. Les instruments, on l'apprend. Mais il y en a, il y a des gens qui ont l'habilité de porter tout le temps, de donner tout leur temps à la musique. Donc, la musique, pour moi, c'est un art qui sensibilise aux autres populations, aux alentours du monde, tout ce qui est culturellement ta patrimoine culturel. Que tu peux l'accompagner à ta patrimoine culturel et qu'on peut toujours moderniser pour la vendre ailleurs, comme commercialisée. Mais quand vous dites, M. Ali Hersi, qu'il y a de la bonne musique à Djibouti, mais pas de musiciens professionnels, comment l'expliquez-vous? C'est-à-dire qu'il y a des inspirations qui sont très bonnes et qui parlent ou bien qui sensibilisent nous alentours, notre population. Mais quand on veut de la musique internationale, que ça soit, il faut que ta patrimoine culturel doivent se marier avec la musique internationale pour améliorer, pour que le monde se voit dans la musique internationale. C'est-à-dire les notes, les accords, les mélodies. Moi, je suis d'accord avec lui. Il n'y a pas de musiciens professionnels, en fait. C'est vrai, avant, quand je me rappelle des années, du début des années 80 et tout ça, il y avait des musiciens que je peux dire qu'ils étaient des professionnels. Mais après ça, ça a disparu, en fait. Qu'est-ce qui tout s'est le monde passé? se sont mis à l'orgue, en fait. Juste tous les musiciens. la boîte à rythme. Je vais expliquer le cas d'Arbi. Ce Monsieur que tout Farah, le monde ne oui. comprenne pas, c'est que notre culture ou l'art en général est dans une période de transition. Alors, une génération a quitté la scène et l'autre n'est pas encore soudée pour reprendre le flambeau. Mais ce qui est une très bonne chose, Abdourahmane Ali Hersi est toujours là pour nous guider, nous. Parce que aujourd'hui, je suis avec mes grands frères, c'est ce que je dis. Hein, c'est Abdi et Acha. Et mon père, je peux dire. Je voulais expliquer un peu. Quand l'éducation va en bon train, que les gens sont tous instruits et que la santé s'améliore au plafond, en ces moments-là, c'est là qu'on y pense à danser. C'est là qu'on nous intéresse la musique. Mais quand tout un peuple n'est pas encore à ce stade, notre musique est en communication. Madame Roublé, M. Ali Hersi dit quelque chose de très intéressant. Là. Il dit on danse quand on n'a pas de problème, quand tout va bien.
Mais quand vous avez des problèmes, quand il y a des problèmes qui vous assaillent, eh bien, vous avez moins de temps pour danser, pour chanter. Et du coup, ça crée un problème de professionnalisation aussi de la musique. Encore une fois, c'est une ancienne autorité qui a interpellé par ce discours. C'est quand il a plus tôt. Oui, attendez. Et que les chameaux ondulaient, que les gens jouent et qu'on se marie. Que répondez-vous à M. Ali Herssi, Moi, Madame Roblé? je dirais que les choses ne sont pas liées. Non, il ne faut pas lier les choses parce que ça, c'est l'inspiration. C'est que vous ayez faim ou que vous soyez triste, que vous soyez heureux. Si l'inspiration qui est votre maîtresse et qui est très capricieuse, si elle n'est pas là, eh bien, mon cher ami, elle n'est pas là. Le peuple, par exemple, moi, je disais un jour qu'il m'arrivait de tomber amoureuse, même si je n'avais personne en vue. Ça m'est arrivé. Comment ça, c'est de la philosophie que... Non, mais je vous assure, c'est en écoutant des chansons. Et vous tombez amoureuse de qui? Alors, je ne sais pas, de l'air, amoureuse de l'amour, prenez ça comme vous voulez. Moi, non, ce n'est même pas à force. Parce que moi, je suis quelqu'un qui ne donne pas trop d'importance à la musique, mais aux paroles. Le message véhiculé par la musique, c'est très intéressant. Alors, par exemple, il y a des chansons, il y a une chanson, et ça peut être vécu par... Ça m'est arrivé par la suite, bien sûr. Quand j'ai entendu cette chanson pour la première fois, je n'étais pas amoureuse. Hein. Je ne connaissais pas de quoi ça parlait la chanson, mais en même temps, je te disais, mais ça peut arriver. Et quand ça m'est arrivé, j'ai dit, tiens, mais ça m'arrive. Elle avait raison, cette dame. Donc ça, c'est une chanson de ce qu'on appelle une grande chanteuse de la Somalie, hein, qui s'appelle Hibo Noura. Hibo Noura, elle a une très très belle voix. Et elle disait, c'est une discussion entre le cœur et le cerveau. Hein? Alors, le cerveau, bien sûr, quand on est amoureux, on est amoureuse, enfin, elle dit toujours, bah, écoute, tu ne sais même pas qui il est, hein? Fais attention. Il peut te larguer du jour au lendemain. Ça, c'est la raison. Reste tranquille. Ne va pas à son rendez-vous. Ne réponds pas à son appel. Contrôle-toi. Ça, c'est le cerveau, c'est la raison. Eh bien, le cœur, il dit non. Tu as accepté ses fleurs, tu l'as salué, tu as fait connaissance avec lui. À ce moment-là, moi, je vais aller là-bas. Tu ne peux pas m'empêcher d'aller là-bas. C'est une bonne analytique que vous êtes en train de... En Somalie, qu'est-ce qu'elle dit cette chanson? La chanson était... Zigzaga intaad kadayso sidaan doonaya garao sidaasay igu tira. Donc il y avait cette chanson et il y avait aussi une autre chanson soudanaise où le gars il dit ah il n'y a que les étoiles qui sont mes compagnons. À chaque fois que en fait c'était même une chanson nubienne, ça me faisait pleurer. Écoutez, il fait très beau autour de cette table avec cette belle musique. Et puis il y avait Dabali Koussabata, il y avait une chanson à phare aussi. Dabali, dès que j'entendais ça, moi-même je me prenais pour Dabali. Alors je vous assure, je ne peux pas dire que parce que tout un peuple est triste, nous on n'est pas triste. Je vous assure, ça dépend de quel côté. On l'a vu, hein. Nous, on est les heureux. Djiboutiens ne sont pas tristes, ça c'est très sûr. Un peuple jovial, c'est sûr. Non, ils sont des acteurs nés. Et alors, je ne sais pas pourquoi M. Abdourahmane dit ça. Monsieur Ali Herssi. Moi, je connais ces chansons. Monsieur Ali Herssi, que faut-il faire aujourd'hui pour motiver les jeunes? Je dis qu'il faut tous les jeunes commencent à apprendre l'orgue. Deviennent tous orguistes. Il y a la guitare, il y a la basse, il y a les saxos, il y a le violon, il y a le contrebasse, il y a
Il dit Tout ce matériel a besoin déjà. qu'ils n'apprennent que leur... Qui commence la musique, commence Alors, l'ordre. Monsieur Liba, vous êtes parolier. Dites-nous, comment motiver aujourd'hui les jeunes pour servir justement, pour passer de cette transition dont vous parlez à la professionnalisation de la musique et à l'internationalisation de la musique djiboutienne? Si je devais motiver les jeunes Oui. aujourd'hui, je crois que je l'apprendrai, ce qui veut dire le nationalisme et l'amour de la patrie. C'est la seule chose qui m'est chère aujourd'hui. Pas à Djibouti seulement, mais en Afrique, en général en Afrique. Hein. Il faut. Musique balagane, Non, il m'a demandé pour motiver Les jeunes. les jeunes, puisque je suis un parolier. Pour promouvoir effectivement la musique djiboutienne. la musique. Non, je veux faire, Inch'Allah, de théâtre, de sketch et des chants aussi. Mais je vais leur dire d'être polis d'abord, respectueux, avant de venir dans le milieu artistique. D'accord. Alors, Et d'apprendre tous les instruments musicaux. oui, avant de revenir avec vous, dites-nous, quelles sont les difficultés justement de cette musique djiboutienne-là? Moi, je n'en connais rien du tout de la musique. Oui. Il n'y a pas spécifiquement une difficulté pour moi. J'étais dans le milieu musical aussi. Bon, mais sinon, c'est le fait que maintenant, les instruments ont été délaissés. Moi-même, qui fais du théâtre, ça fait depuis un moment que j'ai envie d'apprendre la batterie. Parce que quand tu vois un groupe qui vient sur scène où il n'y a pas de batteur, il n'y a que juste l'orgue souvent, deux personnes qui jouent de la musique toute la soirée, c'est quand même ennuyant pour un concert. Alors que s'il y avait tout un groupe avec un batteur, un bassiste, un guitariste, ça change, c'est autre chose en fait. Donc j'allais dire aux jeunes Djiboutiens d'apprendre les autres instruments de musique aussi. Et il y en a qui ont commencé déjà avec l'IDA, l'Institut Djiboutien des Arts. Je connais déjà un très bon batteur. Je connais deux frères qui jouent, l'un joue à la guitare, l'autre joue à la basse. Ça a commencé, mais j'allais leur dire aux jeunes de continuer dans ce sens-là et puis de former des groupes en fait. D'accord. Avoir des groupes de musique. Alors, Madame Aïcha, est-ce qu'il vous arrive souvent d'illustrer vos films par des musiques djiboutiennes? Exactement. Dans mes pièces de théâtre, la plupart du temps, vous allez entendre de la musique. Moi, j'ai la chance, j'ai été bercée, si vous voyez, depuis mon enfance, par pas mal de musiques, qu'elles soient somaliennes, afar ou arabes. Et j'évoque d'une tradition à l'autre dans ma pièce, d'une culture à l'autre dans mes pièces de théâtre sans problème. Donc, pour moi, la musique djiboutienne se porte bien parce que déjà, alors il y a une musique moderne avec l'Institut des Arts, donc qui s'appelle l'IDA. Hein, et il y a beaucoup de jeunes maintenant qui jouent des instruments, que ce soit de la batterie, de la guitare, au saxo. Non, ils jouent, écoutez, mais on ne peut pas obliger les gens à aimer le saxo s'ils n'aiment pas le saxo. Il y en a qui jouent le saxo. C'est ça, c'est une passion. Il faut aimer. Lui, il dit qu'il ne connaît rien à la musique parce qu'il est parolier. Maintenant, quelqu'un d'autre, lui, il écrit la musique. Mais c'est comme ça. On peut pas dire pourquoi Djibouti, il n'y a pas ceci ou pas cela. Je ne sais même pas décomposer la mélodie. Je n'aime qu'être un parolier. Non, moi je ne sais pas le fait de... Non, mais pourquoi il n'y a pas... Non, c'est que ça existe déjà. Oui, mais il y a beaucoup de Maintenant, gens. c'est comment faire la promotion et internationaliser. Exactement, pourquoi... Mais on y arrivera. Parce que vous savez, Non, ça a commencé déjà, c'est bien. Au moment où vous dites comme ça, n'oubliez pas... Ils sont peu... N'oubliez pas, attention, n'oubliez pas que nous avons quand même eu une lauréate des RFI du prix Amina, déjà dans les années 80, qui s'appelle Madame Fatma Mansour, qui est la voix d'or de Djibouti. Donc, vous savez, vous n'avez pas eu le temps d'écouter, mais je crois qu'il faudra inviter votre collègue de Culture Mag d'Afrique 24. Mais écoutez, le message sera absolument... Qu'elle vienne chez nous. Qu'elle vienne chez nous, vous allez voir ce qu'elle va découvrir. Nous avons une très belle...
il y a un brassage culturel extraordinaire Nous dans confirmons, Djibouti. nous Que ce soit confirmons, les tout à costumes, fait. que ce soit les danses, que ce soit les rythmes. Nous en sommes fiers. Absolument, Alors, absolument. nous serons fiers de l'accueillir et de lui présenter et la cuisine djiboutienne et les danses djiboutiennes. Très délicieuse d'ailleurs. Très délicieuse. Et les costumes Écoutez, djiboutiens. Non. c'est Non, un non, non. privilège. C'est un pays que vous Ça a devez été découvrir. un privilège Djibouti. pour nous d'être venus ici Ah, à Djibouti et de c'est un- découvrir tout cela. C'est également un honneur pour nous d'avoir eu une grande icône de la musique djiboutienne Exactement. avec nous. Restez avec nous, nous marquons une courte pause. On se retrouve dans un instant pour la troisième partie du Djibouti des talents. À tout de suite.